Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur Vivo Vojo. On est très heureux de vous retrouver ce soir autour d'une thématique, on va en parler, qui touche plus de 90% de la population mondiale. Alors que les causes sont multiples et qu'elles soient, on va le voir, mécaniques, organiques, inflammatoires, émotionnelles. Il s'agit des troubles musculo-squelettiques, ces douleurs chroniques qui nous accompagnent tous dans notre quotidien. Et donc ce soir, pour avoir quelques pistes, quelques clés à mettre en place pour aller mieux, nous avons un auteur que vous connaissez bien sur Vivo Vojo et que vous appréciez beaucoup au regard du nombre d'inscrits ce soir. Merci beaucoup, merci à tous pour votre fidélité et votre présence. Il s'agit de Silver Caron. Bonsoir Silver. Bonsoir Mathilde, bonsoir à tous et à toutes et merci déjà pour autant d'inscrits, ça réchauffe le cœur et puis surtout merci à vous d'être là et merci à toi Mathilde d'être présente au rendez-vous. Avec une immense joie, on apprend toujours plein de choses avec toi. Tu nous donnes toujours plein de clés, plein d'images, plein d'illustrations dans tes propos et qui permet de mieux ancrer toujours toutes les informations et toute la théorie que tu nous proposes. Et puis, il y a toujours un peu de pratique. Il y en aura Oui. ce soir. Tu vas nous proposer un exercice pour mieux comprendre. Et puis toujours, l'idée, c'est ancrer dans son quotidien, mettre en place des nouvelles habitudes, de nouveaux rituels dans le quotidien pour mieux appréhender et pas que ça reste juste de la théorie et des notes sur une feuille que peut-être vous avez devant vous ce soir préparée. Ça serait top, mais c'est bien de passer en pratique aussi après. Ouais, Voilà, c'est clair. le mélange des deux, l'expérience, la théorie et la pratique, c'est indissociable de toute façon. Les deux sont intimement liés, on peut pas faire l'un sans l'autre. Donc voilà, c'est ce que tu vas nous proposer ce soir. Avec grand plaisir. On vous laisse vous connecter tous tranquillement. Coucou à tous. Coucou Jean-Claude, Françoise, Daniel, Marina. Vous êtes nombreux. Muriel d'Alsace, Carole du centre de la France. Coucou à tous. Rosalba, c'est un bien joli prénom. Coucou en tout cas. Voilà, bienvenue à tous. Donc voilà, prenez peut-être des petites notes pour prendre quelques informations que va nous partager Silver. Et alors, vous le connaissez bien, mais voilà, je rappelle pour nos abonnés, nos auditeurs qui sont là ce soir, que tu es kinésithérapeute et tu es ostéopathe déo du sport. Tu as accompagné de nombreux sportifs, des clubs, football, rugby, Ligue 1, top 14, oui, tout à fait. Voilà. Donc, pour ne pas les citer, comme mon nom ne l'indique pas, je suis corse, donc pour ne pas les citer, Bastia et Montpellier. Ah, voilà. Donc, non, mais de j'ai préciser. vu passer Daniel de Montpellier, donc forcément. Oui, Bastia quand même, demi-finaliste. En fait, je suis devenu kiné de Bastia pour l'anecdote en post catastrophe de Fouriane, puisque le kiné en place lors de la catastrophe de Fouriane, qui a fait quand même 78 morts et 3000 blessés graves, est parti en dépression. Et quand il est parti en dépression, il est venu dans une réunion et il a dit, il faut que je trouve un kiné pour me remplacer. Et je lui ai dit, ne cherche pas plus, tu l'as devant toi, je prends ta place. Et je suis devenu donc le kiné officiel du Sporting Club de Bastia. Voilà. C'est hasard de la vie. Juste après, donc ça veut dire qu'on allait jouer, bien sûr, non plus à Bastia, mais à Ajaccio, puisque Bastia était en travaux et complètement détruit. Et on est revenu à Bastia que 2 ans après. D'accord. Ah bah écoute, j'ignorais l'anecdote, donc voilà, c'était, voilà, c'est hasard de la vie, mais en tout cas, bah, tu Être au bon endroit, au au bon bon, moment, c'est face ça, à la bonne personne. c'est Voilà. ça, c'est ça. On ne le redira jamais assez, hein, Ah, tout complètement. à fait. Et croire en sa bonne étoile. Gardez confiance, toujours, quoi Mhm. qu'il arrive. Ouais, oui. Tu nous le prouves encore avec Parce ça. que je n'étais pas du tout venu dans cette soirée. On était venu dans cette soirée en fait pour parler de la prise en charge de ces 3000 patients Mhm. qui affluaient dans tous les cabinets de la ville de Bastia et comment on allait gérer ça. Et en fait, le hasard a fait que je me suis retrouvé assis. On était 40 kinés. Et je me suis retrouvé assis juste en face de Alain, qui était le kiné du Sporting Club de Bastia. Voilà. C'était écrit comme on dit. C'était En tout écrit. cas, voilà, ça te permet d'accompagner des personnes de la vie de tous les jours, des personnes dans des métiers sédentaires ou plutôt avec l'usage de force, mais Mhm. aussi voilà, des sportifs de haut niveau. Donc, ça permet d'avoir un panel très large, en tout cas, des personnes que tu accompagnes. Et puis, au fil de ta carrière et de tes expériences, tu t'es spécialisé dans tout ce qui est, tu vas nous en reparler ce soir, hein,
posturologie, physiologie, les neurosciences appliquées, ça c'est ta passion, les mécanismes émotionnels, qu'ils soient conscients, inconscients, tout est lié de toute façon. Tu vas nous en reparler ce soir, le corps, les pensées, les émotions. Et puis, depuis de nouvelles années, avec tous ces bagages et toute cette expérience avec toi, tu es consultant, conférencier international. Tu es l'auteur de plusieurs ouvrages. On peut citer Bon appétit, Monsieur Alzheimer, que tu as coécrit avec les nutritionnistes du Centre hospitalier de Lausanne. C'est Euh, ça. et Je, Exactement. Et puis, Le pouvoir de tout changer, qui est un livre absolument formidable qui a été revu et augmenté là, en début d'année, ouais. que je vous recommande à tous, qui est vraiment riche de leçons et d'enseignements et de pratiques là aussi, Ah oui, toujours. parce qu'il y a des vidéos, parce qu'en plus, il y a le e-learning il y a des QR codes avec des accès vidéo sur le livre. Il y en a une trentaine, à peu près. Voilà, donc toujours lié les deux. Et puis, on peut te retrouver dernièrement, mais voilà, pour ton actualité voilà, qui vient d'arriver là. Tu as créé ton podcast Alors Changeons. Mhm. Et puis, tu as ta chronique également sur une radio, Cool Radio. Donc, on peut te retrouver sur différents supports. Tu es un semeur de graines. Voilà, C'est tu ça, as vraiment. je sème. Mes podcasts sont sur Spotify, et puis je passe sur Cool Radio, et puis ça, bah, les choses comme ça. Tu sais, j'étais justement, c'est très drôle parce que j'étais en train de tourner une capsule hier, une vidéo, donc je suis en train de tourner ma formation Alors Changeons, et donc j'étais en train de tourner une capsule vidéo, et justement sur la loi d'attraction. Et j'expliquais dans la vidéo les mécanismes de la loi d'attraction, c'est-à-dire que c'est bien d'être dans la pensée, c'est bien de visualiser, mais ce qu'il faut, c'est mettre en place des actions, surtout. Et si il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réaction derrière. Oui, oui. Donc, c'est bien de lâcher prise, c'est bien de visualiser, c'est bien de comprendre le pourquoi, le why, etc. Mais de mettre en place des actions. Voilà. Et moi, je mets en place des actions. Voilà. Je vais Mm. toujours dans cette optique-là. Par contre, il y a une chose que je fais, et ça, c'est un conseil que je donne à tous et à toutes. Quand je mets en place des actions, je ne le fais jamais dans un intérêt, je le fais toujours dans un intérêt collectif. C'est-à-dire, je le fais toujours dans un intérêt tourné vers l'humain pour apporter, pas pour recevoir. Et ça, je pense que c'est fondamental d'être dans cette dynamique-là. Mm. Euh, c'est écrit dans les Oui. évangiles, donnez, vous recevrez. Mais c'est surtout quelque chose pour moi c'est pour ça que je donne autant de contenu gratuit un petit peu partout, que ce soit à travers de mon blog, de ma chaîne YouTube, etc., etc. Je suis un gros fournisseur Oui, de gratuité, on va c'est dire. vrai. C'est vrai, on peut te retrouver en tout cas sur tous tes supports et c'est vrai, c'est une jolie pensée en tout cas pour démarrer parce qu'elle est aussi liée, on va le voir, avec le sujet de ce soir. Absolument, Et absolument. Nos douleurs, ça a l'air paradoxal, mais nos ouais, ouais, douleurs chroniques sont en lien avec ça. ouais, tu vas nous en parler. On va rentrer dans le sujet. Coucou à tous, voilà, vous avez continué à arriver. Euh, passons à l'action sur les sujets de ce soir. On y vient, Anne. Il y a un enthousiasme sur le sujet. Déjà, regarde, C'est parti. avant de démarrer, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce qu'on pourrait mieux se positionner pour peut-être mieux t'écouter et essayer, voilà, peut-être de détendre les épaules, je sais pas, tu vas nous dire juste pour démarrer, en deux mots. euh, Alors, déjà, juste une chose d'un point de vue postural, pour stimuler les flux liquidiens et pour stimuler tout notre système, pour équilibrer notre système neurovégétatif, je vous déconseille d'être comme ça, sur le voilà, fauteuil. pas, Ça, ouais, déjà, non. Fauteuil, c'est caler au fond du fauteuil si vous voulez. Par contre, le dos droit et pas le dos appuyé sur le dossier, c'est-à-dire en ce qu'on appelle en érection du rachis. Tout simplement, la position yogique, c'est-à-dire de méditation, c'est-à-dire quand on va travailler en méditation, on n'est jamais appuyé, on est toujours dans une position d'érection pour rester déjà dans cet éveil, dans cette conscience. Et là, c'est exactement la même chose, donc cette position-là. La position d'ouverture. Pourquoi? Parce que la position d'ouverture va modifier vos neurotransmetteurs. C'est tous les travaux de Niccodi, mhm, de Harvard, mhm, bien connu dans son TEDx ou dans oui, son TED. Ça va surtout venir modifier vos flux de sérotonine, vos flux de cortisol mhm, aussi, mais ça va aussi modifier complètement les flux de testostérone. Donc ça veut dire toute l'attention que vous allez avoir va être tributaire de votre position. Mais pas que l'attention, tous vos schémas de pensée derrière et vos schémas émotionnels vont être tributaires de cette posture. Donc attention à votre posture
mais que ce soit pour mon webinaire ou que ce soit Bien sûr. dans n'importe quel webinaire, moi, c'est quelque chose auquel je fais très, très attention. C'est toujours comment je me positionne quand je regarde un webinaire. Voilà. Voilà, donc on essaie de se redresser un petit peu et voilà, de décoller son dos de la chaise, d'avoir voilà, une attitude plus droite. Donc on va Absolument. tâcher d'être en jolie position pour t'écouter avec attention. Donc, on le disait en introduction, 90% de la population mondiale est touchée par ces troubles-là. Je crois que c'est la troisième cause, les troubles musculo-squelettiques d'arrêt maladie en France, à En hauteur de France, 16%. Les premières causes, c'est les maladies ordinaires, grippe, rhume, etc. Les deuxièmes, tout ce qui est troubles psychologiques, burn-out, sachant que beaucoup de symptômes des troubles psychologiques et burn-out se répercutent aussi dans les articulations. Donc, en fait, les deuxièmes et troisième causes sont liées absolument, tout à fait. un lien C'est clair. entre les deux dans ces douleurs chroniques. Donc voilà, tu vas nous expliquer ce soir dans le déroulé. Là encore, comment on met souvent le stress comme un peu raison un peu cause valise. C'est surtout le stress. Ce qui est vrai, hein, ce Ce qui qui est est vrai, vrai, bien sûr. mais qui n'est pas que vrai. Enfin, je veux dire, qui est un petit peu le sac fourre-tout. On va dire, quand on ne sait pas trop, c'est comme le psychosomatique chez les médecins. Ouais, Ce qui est vrai, c'est parce l'une que des causes. c'est 98%, 98% de nos pathologies et de tout ce qu'on met en place dans nos mécanismes de fonctionnement, qu'ils soient pathologiques ou pas, sont liés à nos schémas et à nos mécanismes émotionnels, notamment à ce qu'on appelle nos conflits émotionnels. C'est tout le décodage biologique qui est derrière, c'est-à-dire la verbalisation au travers de la physiologie, au travers de la biologie, de ce que le mental n'exprime pas, parce qu'on n'est pas dans cette conscience-là. Hmm. Donc, ça bascule dès lors qu'on n'est plus on est dans un conflit émotionnel, mais qu'on n'est plus dans la conscience et que ça bascule dans l'inconscient, on va dire, selon qu'on soit freudien ou pas. Hmm. Ben, tout de suite, c'est le corps qui va le verbaliser et le corps va l'exprimer au travers de sa biologie ou de sa physiologie. Hmm. Donc, parce qu'il faut savoir que le corps a ça d'extraordinaire, c'est que le corps fonctionne par symbolisme. Euh, Quelqu'un en parlerait beaucoup, beaucoup mieux que moi, c'est le docteur Olivier Soulier, mais le corps fonctionne par symbolisme et automatiquement, ben, c'est au travers de ce symbolisme-là que le corps va l'exprimer dans sa biologie. Hmm. Donc les émotions, oui, elles sont absolument fondamentales. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais des troubles, de tout ce qui est psychosocial, c'est-à-dire des troubles psychosociaux, c'est-à-dire le stress, le burn-out, la baisse d'estime de soi, etc. Quand on regarde dans la médecine et dans les papiers de la médecine du travail, on se rend compte que la médecine du travail nous dit que la première chose qui génère des pathologies, ce sont les facteurs déclencheurs, que la deuxième chose, c'est l'organisation, la mauvaise organisation dans le travail. Moins important, la troisième chose, c'est tout simplement les facteurs psychosociaux, c'est-à-dire le burn-out, la baisse estime de soi, les relationnels, on va dire, avec les collègues de travail, etc. Et puis, ou du moins avec les gens qui nous entourent dans la vie. Et puis, en quatrième position et en dernier, le moins important, l'état de santé général de la personne. Je Hmm. suis tout à fait d'accord avec ces quatre vecteurs-là, sauf que pour moi, ils sont inversés, c'est-à-dire qu'ils sont complètement dans l'autre sens. La première chose qui va générer ces douleurs chroniques, ces pathologies qu'on appelle les TMS. Pour ceux qui ne connaissent pas les TMS, c'est-à-dire les troubles musculo-squelettiques, ce sont toutes ces pathologies qu'on se fait au quotidien, qui touchent encore une fois 90% de la population, principalement occidentale, parce que tu vas dans les pays africains, dans les pays asiatiques ou dans les peuples premiers, sud-amérindiens, etc., tu en as beaucoup, 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 beaucoup moins. La première chose qui va générer ça, c'est le terrain, c'est-à-dire comment est le corps. Et Hmm. le terrain, c'était Hahnemann qui disait, père fondateur de l'homéopathie, qui disait la maladie n'est rien, le terrain est tout. Et c'est le terrain qui va déterminer principalement. En deuxième intention, mais tout aussi important que le terrain, ce sont nos facteurs émotionnels, c'est-à-dire nos conflits émotionnels, la gestion de notre psyché. Et puis en troisième, ça va être l'organisation d'un travail. Et en dernier, vraiment en tout dernier, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est le geste qu'on va faire, la posture qu'on va avoir. D'où les formations geste-posture en entreprise pour travailler là-dessus, mais qui sont absolument inefficaces puisque ne tiennent pas compte du tout de tout le reste avant. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a si peu de résultats dans les formations gestes et posture. Et Hmm. j'en parle en connaissance de cause puisque c'est mon taf tous les jours. Donc, j'en fais beaucoup, beaucoup. Et Hmm. donc,
on est dans cette culture-là occidentale. Et en fait, ce qui va faire qu'on fait ces pathologies-là, ce sont principalement le terrain et le... Donc, je ne parlerai pas du geste, mais c'est principalement le terrain et le facteur émotionnel. Et j'aime à dire, et ça c'est très important, il faut le comprendre, c'est que à partir du moment où le terrain prédispose un TMS, enfin une pathologie, quelle qu'elle soit, que ce soit un TMS ou autre chose, hein, il n'y a pas que les TMS dans la vie, il y a tout le reste aussi. À partir du moment où le terrain favorise et favorisant, le moindre conflit émotionnel va le déclencher. À Oui. partir du moment où il y a le conflit émotionnel, mais que le terrain ne le permet pas, malgré le conflit émotionnel, la pathologie ne se mettra pas en place. Je prends un exemple très classique pour que vous compreniez. Les TMS en Asie, c'est 20%. Et pourquoi? Parce que les émotions, ils les ont comme nous, hein, c'est-à-dire les émotions de colère, de dévalorisation, etc., etc. Tout ça, ils le vivent au quotidien comme nous, de la même façon. La seule différence qu'il y a entre eux et nous, c'est que eux, ils sont sur un terrain alcalin, nous, on est sur un terrain d'acidose. C'est toute la différence. C'est-à-dire que c'est le terrain qui fait la différence. Et s'il n'y a pas le terrain, l'émotion n'a pas d'emprise. C'est-à-dire que si le terrain n'est pas propice à la mise en place de la pathologie, que ce soit un TMS ou autre chose, la pathologie ne se mettra pas en place. Si le terrain est propice, mais qu'il n'y a pas l'émotion, la pathologie ne se mettra pas en place. Pour qu'il y ait la pathologie, il faut qu'il y ait l'émotion et le terrain qui favorisent. Et c'est de ces deux choses-là dont je vais vous parler ce soir. Bah, parfait. Je te propose de démarrer par Je le démarre tout terrain, simplement par le terrain. la On va commencer physiologie, par voilà, tout de la suite. physiologie, le terrain. Qu'est-ce qui va déclencher et qu'est-ce qui va perturber? C'est tout ce qui va générer des surinflammations au niveau cellulaire. Pour comprendre ça, je vais tout de suite utiliser ma métaphore de l'orange que j'adore. Quand on prend une orange, qu'on la presse, il ne sort que du jus d'orange. Si on ne peut pas sortir autre chose que ce que le jus, le fruit à l'intérieur comme jus, si on prend une personne et qu'on la met sous pression, que cette pression elle soit émotionnelle ou qu'elle soit posturale, s'il sort des inflammations et de la souffrance, c'est que ces inflammations et cette souffrance, la personne les a déjà intrinsèquement en elle. Les autres, les facteurs déclencheurs, le geste, la posture, la relation avec le collègue de travail, etc., ne sont que le presse-agrumes. Et il en est exactement de même, même quand tout à l'heure tu parlais du burn-out, c'est exactement, c'est une pathologie. Hein. Pour moi, comme un TMS, c'est une pathologie du travail, c'est une pathologie qui touche beaucoup de gens. Et à partir de là, il faut savoir qu'il faut qu'il y ait que ce soit en soi pour que ça s'exprime. Si on n'a pas en soi, on peut nous mettre sous pression tant qu'on veut, ça ne sortira jamais. Il ne peut pas sortir de nous quelque chose que l'on n'a pas en nous. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et ce qui va générer ces process inflammatoires, ce qui va générer ces douleurs, enfin ces inflammations et ces irritations, on va dire, ce mal-être physiologique, eh ben, c'est principalement nos trois premiers besoins fondamentaux qui ne sont pas respectés, c'est-à-dire l'alimentation, la respiration et l'hydratation. L'hydratation pour plein de raisons, notamment l'aspect toxinique, c'est au travers de notre respiration abdominodiaphragmatique que l'on va venir pomper, qu'on va créer ce pompage et ce drainage toxinique du corps au travers de ce qu'on appelle la pompe hépatique, la pompe du foie. Et donc, c'est cette respiration qui va venir pomper sur le foie comme une éponge et qui va venir vidanger et donc stimuler le drainage et l'aspiration sous-hépatique pour aller vidanger ensuite dans le cœur au travers de la veine cave inférieure. Et donc, c'est cette respiration qui vient pomper le foie comme une éponge. Quand on appuie sur une éponge, elle se vide. Et quand on relâche la pression sur une éponge, elle aspire ce qu'il y a en dessous. Le foie fait exactement la même chose, sauf que ce pompage hépatique permet le nettoyage de tous nos toxines. Si ces toxines ne sont pas bien pompées au travers de la respiration, et c'est pourquoi je commence par la respiration et le foie, parce que ça va être le sujet de l'exercice qu'on va faire tout à l'heure. Je vais vous faire un exercice de pompage hépatique pour apprendre à pomper justement ce foie. Pourquoi? Parce que si le foie n'est pas bien pompé par sa respiration, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une surcharge toxinique qui va se mettre en place et qui va venir se localiser le plus naturellement du monde dans les articulations, dans les muscles, dans les articulations périphériques, dans les muscles superficiels et principalement dans un muscle qui est absolument fondamental qu'on appelle le muscle de l'âme, qui est, tu le sais, le psoas iliaque. Ce psoas qui est responsable à lui tout seul de 90%, de 90%, parce que j'ai vu qu'il y avait une Genevoise de Fribourg et de Genève, donc je le dis bien, 90%, 90% de nos lombalgies, de nos lumbago. Donc, il faut vraiment travailler sur cette respiration, parce que si on est bourré de toxines, ben forcément, on va avoir du mal à s'adapter derrière et le terrain est très, très, très perturbé.
Mm. La respiration, elle a d'autres actions aussi. Elle a une action sur les corticosurrénales avec un pompage sur les corticosurrénales qui vient donc réguler notre taux de cortisol. Cortisol, c'est quoi? C'est l'hormone du stress qui va venir surenflammer tous les process cellulaires et qui va créer un stress cellulaire. Et à partir de là, dès que la personne après est sous pression, quelle que soit sa pression posturale, environnementale ou émotionnelle, eh bien, c'est de ce stress qui est cellulaire qui va créer et générer une inflammation cellulaire qui va faire que la personne va surenflammer derrière. Et ce n'est pas parce qu'elle a porté du poids, c'est pas parce qu'elle a fait un mouvement, c'est pas parce qu'elle est restée assise trop longtemps ou touché une souris trop longtemps. C'est juste parce que le terrain est très, très, très toxinique ou très cortisolémique. Et c'est ça qui va faire que. Donc, on a tout intérêt à en prendre conscience de ça parce que du coup, ben, si on en prend conscience, on peut changer les choses et on peut modifier. Et puis surtout, la respiration fondamentale sur, et c'est pour ça que je vais travailler, que je vais en parler, sur deux axes. Un axe qui est déjà un axe intestin, c'est-à-dire second cerveau, avec toute la mobilisation de mes anses intestinales qui vont venir réguler mon microbiote, qui vont venir réguler notamment mes taux de sérotonine, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est au niveau de notre intestin grêle qu'on fabrique presque entre 80 et 90, entre 80 et 90% de notre sérotonine, c'est-à-dire cette fameuse neurohormone qui est l'hormone de l'estime de soi. Moi, je l'appelle l'hormone de l'ego, l'hormone de la fierté, de la reconnaissance. J'ai un bon taux de sérotonine, on me dit Sylvain, ce que tu fais, c'est nul, mais rentre chez toi. J'ai un bon taux de sérotonine, ça va me glisser dessus, même pas je vais l'entendre. Par contre, j'ai pas de taux de sérotonine, j'ai un taux de sérotonine très faible. On me dit Sylvain, c'est nul ce que tu fais. Je le prends dans le foie, ça me met au tapis et je me relève pas. Pas parce qu'on me l'a dit, c'est juste parce que mes taux de sérotonine ne me permettent pas de pouvoir m'adapter à ce qu'on m'a dit. Et c'est ça qui fait toute la différence. Voilà. Et ça, c'est la respiration, il est aussi pour beaucoup. Alors, il n'y a pas que la respiration, il y a l'alimentation aussi qui va avoir un impact. Je prends un exemple. Mais oui, notamment par rapport à. Alors, il y a plein d'axes différents. Là, je suis obligé d'aller un petit peu vite parce qu'il faut parler de plein de choses. Mais surtout, après, j'aimerais arriver sur le sujet qui me passionne le plus, à savoir nos émotions, parce que ce sont surtout nos émotions qui vont générer tout ça. Et donc, je vois passer. En même temps, je regarde le chat. Tu me connais, hein, tu sais que tu ne peux pas m'empêcher. Mais oui, j'ai la vu. scoliose. Je connais beaucoup de scoliotiques qui n'ont pas mal au dos. Ce qui en a mal d'un côté ou de l'autre, c'est que déjà, il y a beaucoup de scolioses qui ne sont pas des vraies scolioses, Joséphine, je le dis. Je réponds tout de suite à la question, qui sont des spasmes psoïques. Quand on a une scoliose, une vraie scoliose, elle est à convexité dorsale, c'est-à-dire elle est à grande courbure dorsale et petite courbure lombaire. Et il y a beaucoup de scolioses dites lombaires qui sont diagnostiquées comme telles. Et les scolioses lombaires ne sont jamais des scolioses. Ce sont des psoïtes, il faut le savoir. C'est-à-dire que ce sont des spasmes du psoas, parce qu'une scoliose n'est jamais, 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 au grand jamais, lombaire. Elle est toujours à convexité majeure dorsale. C'est une dorso-lombaire, c'est jamais une lombo-dorsale. Et donc, quand c'est lombaire et qui fait mal d'un côté ou de l'autre, c'est toujours lié à un spasme du psoas. Donc un aspect toxinique majoritairement. Je continue. Donc l'alimentation, on trouvera un moment pour les questions à la fin. Oui, mais je le vois parce que. Mais voilà, ça fait le lien avec, encore une fois, le terrain. Parce que parfois, on peut pas... je vais trop vite, Peggy. Je vais essayer d'aller un petit peu moins vite. Mais il y a tellement de choses à dire. Et oui. Je parle, je te regarde en même temps et je regarde le chat en même temps pour voir. Donc je vais parler de l'alimentation, la respiration, on a bien compris. Avec ce mouvement. L'alimentation, il y a beaucoup, beaucoup à dire. L'alimentation est déjà la première chose qui est très très importante, bien sûr, c'est l'aspect toxinique, baisser ces aspects toxiniques. C'est-à-dire, c'est bien de bien pomper, de bien respirer pour éliminer au niveau de son foie, mais si on apporte trop de toxines, compliqué. Et une des grosses sources, alors je ne parle même pas des pesticides et autres, bien sûr, on peut diminuer ça, mais vous allez voir l'impact que ça a aussi sur les flux liquidiens derrière et donc les émotions. Parce que tout est lié dans le corps, c'est ça qui est absolument extraordinaire. Non, je parle tout simplement les apports protéiniques. On est dans une surconsommation protéinique, notamment de protéines animales, dans notre monde occidental. On en consomme trop. C'est pas qu'on en consomme, c'est qu'on en consomme trop. Le problème de cette consommation hyperprotéinique, c'est que, bien sûr, il y a des apports toxiniques, mais surtout et plus que tout, elle va générer un état d'acidose au niveau de notre intestin. C'est-à-dire que notre intestin, lui,
pour préserver son microbiote qui assure nos défenses immunitaires, qui assure la sécrétion de sérotonine, qui assure tout ça, le complexe microbiote intestin qui régule tout ça, pour assurer son équilibre, il faut que le pH de mon intestin soit toujours légèrement alcalin. Mon microbiote ne peut pas vivre dans un pH acide. Le problème, c'est que l'alimentation protéinique ne peut être digérée que dans un environnement acide. À partir du moment où on mange trop de protéines, on vient acidifier le pH de notre intestin, et à partir de là, on vient détruire notre microbiote intestinal. Donc, il y a tout un impact, un effet domino derrière qui va venir perturber mon microbiote. L'autre chose qui impacte grandement, donc il y a les apports toxiniques avec notamment les protéines. Et puis, dans l'alimentation, il y a surtout et plus que tout deux autres vecteurs. Donc, le premier vecteur, c'est tout ce qui est hypercortisolinant, tout ce qui va faire monter mon taux de cortisol, c'est-à-dire tout ce qui est à index glycémique élevé. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'était Hippocrate qui disait, je ne me rappelle plus, on creuse sa tombe avec sa bouche. Je ne sais plus qui disait ça. Je ne sais plus si c'est Hippocrate, je ne crois pas, mais quelqu'un a dit on creuse sa tombe avec ses dents. Et c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte, mais leur alimentation hyperglycémiante va générer... la glycémie, c'est quoi? C'est quand le taux de sucre dans le sang monte. Et notre alimentation, en fonction de nos index glycémiques, va faire monter cette glycémie. C'est un index, c'est-à-dire qu'il y a des aliments qui sont à fort ou à faible index glycémique. Et quand on passe son temps à manger des aliments à fort index glycémique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a beaucoup d'insuline qui est sécrétée. Et à partir de là, on a systématiquement derrière une hypoglycémie réactive qui va venir se mettre en place. Pourquoi? Parce que l'insuline est conçue pour transformer ces glucides en lipides et en réserve. Et à partir de là, il y a chute de la glycémie derrière. Que va faire le corps le plus naturellement du monde? Il va sécréter derrière du cortisol. Pourquoi? Parce que la mission majeure de ce cortisol, qui est l'hormone, on va dire, de la survie, l'hormone du stress, certes, mais l'hormone de la survie, notre meilleur ennemi, j'avais fait une capsule là-dessus, oui, c'est que le cortisol, en fait, va avoir pour mission de faire remonter cette glycémie. Et donc, à partir de là, pour faire remonter la glycémie, on sécrète beaucoup de cortisol. Et dès qu'on sécrète beaucoup de cortisol, on vient mettre en place des process inflammatoires, qu'on le veuille ou pas. C'est comme ça. Le corps ne peut pas faire autrement. Toutes mes cellules vont commencer. Il y a trois choses qui vont générer, 3-4 choses, même maintenant, je vais le dire, qui vont générer des process inflammatoires. La première, c'est la carence en oxygène. La deuxième, c'est la carence en eau. La troisième, c'est l'hypercortisolémie. Et la quatrième, c'est l'état d'acidose cellulaire. Ce sont les 4 choses qui vont générer des process inflammatoires. Et le problème, c'est que la plupart des gens sont à la fois dans chacun des cas. C'est-à-dire que, tu te rappelles Coluche disait, il y a des petits, là c'était un sketch qui serait maintenant impossible à faire parce que ça serait politiquement très incorrect. Mais Coluche disait à une époque, il y a des petits, il y a des gros et il y a des cons. Alors, je lis son sketch, c'est pas de moi. Et il disait, il y a des petits, gros et cons, et pour eux, ça sera très dur. Je vais dire la même chose. Il y a des gens qui sont déshydratés. Il y a des gens qui sont en hypoxie. Il y a des gens qui sont en hypercortisolémie. Et il y a des gens qui sont en acidose. Et puis, il y a 90% des gens qui sont déshydratés, en hypoxie, en acidose et en hypercortisolémie, et pour eux, ça sera très dur. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre monde occidentalisé. On n'en a pas conscience, mais c'est au travers de ce terrain qu'on se met en mal-être majeur. L'équilibre acido-basique est une des clés les plus fondamentales, et on a un bras de levier énorme pour pouvoir travailler là-dessus, c'est tout simplement notre alimentation. Donc, et on n'en a pas conscience, la plupart des gens n'en ont pas conscience. C'est la raison pour laquelle c'est très important de parler de ce terrain, on va dire, dans la mise en place de ces pathologies. Encore une fois, que ce soit des TMS ou que ce soit des pathologies organiques ou chroniques derrière, c'est-à-dire ou même auto-immunes. C'est juste l'intention émotionnelle qui n'est plus la même. C'est juste l'aspect émotionnel derrière qui n'est plus le même. Mais on est toujours sur les mêmes process. Oui, c'est lui qui fait le lit des maladies de manière générale. Totalement. Absolument, c'est le terrain qui fait le lit. Après, les draps qu'on va mettre dans le lit, alors le lit LIT, mais aussi le lit de la rivière, c'est-à-dire qu'il va créer le chemin de la maladie.
Après, l'eau qu'on fait couler dedans ou les draps qu'on met dans le lit, ça va être des schémas émotionnels qu'on va y mettre derrière. Et ça fait toute la différence. Et en fait, ces schémas émotionnels, ce qu'il faut comprendre, je regarde l'heure en même temps, les On est schémas bien. émotionnels, on est bien. J'essaye d'aller un petit peu, voilà, de pas trop durer parce que je veux, voilà, essayer de pouvoir tout dire. Le schéma émotionnel, il faut savoir comment naissent nos émotions. Nos émotions, c'est quelque chose de très particulier. On sait que, alors beaucoup de gens confondent travailler sur les émotions, travailler sur les pensées, mais c'est les émotions qui donnent les pensées, c'est les pensées qui donnent les émotions, etc., etc. C'est quelque chose qui est un petit peu flou dans la tête des gens. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il faut travailler sur les pensées, il faut travailler sur la communication, sur les mots, etc., pour changer ces schémas émotionnels. Mais ce qu'il faut avant tout pour changer ces schémas émotionnels, c'est pour impacter ces schémas émotionnels, il y a deux choses. La première chose, c'est travailler sur ses croyances. Pourquoi travailler sur ses croyances? Parce que comment naissent les émotions? Nos émotions, c'est très simple, c'est la création d'une émotion. Je vais vous la décrypter en quelques minutes. Je vais essayer de faire vite et de faire simple surtout pour que vous compreniez. Nous sommes constitués, et tu le sais très bien parce que tu l'as interviewé, nous sommes constitués de 99,1%, 99,1% d'eau moléculaire. Cette eau qui est présente, qui est invisible, qui est multifractale, qui est à triple liaison hydrogénée, structurée, etc., ou pas, ça dépend de vos émotions, etc., etc. Et cette eau, en fait, comme dit Stéphane Drouet ou Marc-Henri, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Marc-Henri qui le dit, nous ne sommes constitués que de fascia et d'eau. C'est-à-dire que si on retire les fascias à un être humain, ces fascias, il ne reste qu'une flaque d'eau. En fait, on est constitué quasiment que d'eau. Nous sommes des êtres hydriques. Et au milieu de cette eau, il y a des fascias. Alors, les fascias, c'est quoi? Ce sont toutes les membranes qu'on a dans le corps, un petit peu comme la membrane d'un poulet, une membrane blanche d'un poulet sous la peau, qui est inextensible et qui est très rigide, etc. On est tapissé de ça. Tout notre corps n'est que membrane. Quand on parle de muscles, quand on parle de tendons, quand on parle de ligaments, quand on parle de plèvre, de péritoine, de périos, tout ça, c'est que de la membrane. Et on n'en a pas conscience. En fait, on est composé de ça et d'eau. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? En fonction de notre posture, en fonction des mouvements que l'on fait, c'est la raison pour laquelle on trouvera très rarement en cabinet d'ostéopathie des gens qui pratiquent quotidiennement le yoga, le pilate ou du tai chi ou du qigong, parce qu'ils sont dans le mouvement et ils sont perpétuellement dans le mouvement, donc du coup ils vont modifier leur flux, donc modifier leurs émotions, donc modifier leur pathologie, l'impact sur les pathologies derrière. En fonction des mouvements que l'on va avoir, posturaux, pourquoi? Parce que la posture, c'est le mouvement des fascias, on va créer des flux liquidiens et dans notre corps. Et ces flux liquidiens qui vont être créés dans notre corps vont venir être à l'origine de flux neuroélectriques qui vont venir remonter d'abord par le diaphragme au travers du cœur et modifier tous les flux neuroélectriques et notamment l'aspect vibratoire cardiaque, qui vont remonter ensuite derrière jusqu'à la protubérance pour venir rentrer en résonance au niveau de notre cerveau limbique avec nos croyances, avec nos mémoires, ce que Ho'oponopono appelle nos mémoires erronées. Ou nos mémoires erronées ou pas erronées, peu importe, hein, mais avec nos mémoires, avec nos croyances, avec nos mémoires, qu'elles soient positives ou négatives. Et dès lors que ça vient rentrer en résonance, c'est cette résonance avec nos croyances qui vont venir être à l'origine dans notre limbique de nos schémas émotionnels, au travers de ce qu'on appelle de voies neuronales, c'est-à-dire de voies on va dire, je ne vais pas dire neuroréflexes, mais neuroélectriques. Oui. C'est-à-dire de sentiers qui sont déjà tracés et d'axes qui sont déjà tracés dans notre cerveau, et notre cerveau reprend les mêmes flux électriques pour reproduire les mêmes décisions, les mêmes mouvements, dans les mêmes situations, et après on reprend et on tourne comme ça en boucle. Et tout ça, tout simplement, c'est au travers de ces flux électriques qui vont déclencher ça. Et ces schémas émotionnels vont venir ensuite derrière être à l'origine de nos pensées, positives, négatives, ça c'est un long discours, on peut reparler. On le sait, 95%, 95% en mode automatique et 80% presque de pensées négatives. Le pourquoi du comment, je l'explique dans ma formation. Et donc, au travers de ces flux qui vont redescendre derrière, qui vont être à l'origine de nos pensées, une grande partie de ces pensées vont être en mode automatique, inconsciente, et donc ces pensées vont être à l'origine derrière
de nos mots, bien sûr, notre communication, de nos actes, ce qu'on met en place, mais plus que tout, de nos mots, M-A-U-X. Et ce sont ces pensées par le biais de ces émotions qui vont impacter nos mots. Et ces pensées vont avoir une autre action derrière, d'un point de vue neuroélectrique derrière toujours, qui vont venir influer l'activité, on va dire, au niveau de l'ADN, de notre ADN, l'activité cellulaire au niveau des mitochondries, et qui vont venir impacter notamment notre épigénétique, c'est-à-dire l'activation ou la désactivation de nos gènes. Et donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et on fonctionne en boucle, en permanence. Comme ceci. Pourquoi? Parce que ces pathologies vont venir impacter notre posture, qui vont venir impacter derrière nos flux liquidiens. Et on est en boucle, comme ça. Et on s'en rend même pas compte. Ce qui fait que si on veut changer, ben, il faut changer, bien sûr, hein, la qualité de cette eau. Ça, c'est clair. D'où l'importance d'éviter ben, les eaux toxiniques, les alimentations toxiniques, ce que je disais tout à l'heure, qui vont se mettre notamment dans ces fascias et venir impacter, ces toxines vont venir donc impacter tous les flux liquidiens d'air, donc nos schémas émotionnels, notre alimentation. Nous, on le voit très bien. Moi, je forme beaucoup de gens en EHPAD et en EMS en Suisse, beaucoup de soignants, d'infirmières, d'AS, etc., etc. Et on le sait, et notamment, j'ai travaillé avec un EMS en Suisse sur Vaud, sur l'alimentation de la personne dépendante, et ils ont modifié dans l'EMS derrière tous les mécanismes, et ils ont réussi à intégrer dans l'alimentation de la personne âgée en EMS, c'est une fondation qui a fait ça, sur Apple, dans Vaud, ils ont réussi à intégrer 2 jours par semaine, 2 soirs par semaine, des repas véganes, bio. Génial. Ouais, sachant que c'est pas gagné avec les personnes âgées parce qu'elles ont leurs habitudes alimentaires. Il y en a beaucoup, si Oui. elles ont pas leur viande, leur steak, leur machin, etc., elles sont pas bien. Et ils ont réussi à le faire. Par contre, ce qu'ils ont observé, c'est une modification derrière des schémas d'agressivité des personnes, une modification du sommeil, une modification des troubles digestifs, sachant que les soignants le savent pertinemment, dès qu'il y a un trouble digestif, il y a toujours une agressivité et un mal-être de la personne derrière, et vice-versa. Donc, les deux sont liés, schéma émotionnel par rapport à notre schéma digestif. Et donc, quand on modifie nos schémas toxiniques, et bien forcément, par exemple avec du bio, ben forcément, on va avoir un impact derrière sur les flux liquidiens qui vont venir impacter la qualité de nos émotions derrière. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est juste une réalité concrète. Que pour faire user d'un pléonasme, il y aurait une réalité vraie qui est vérifiable au quotidien, et notamment dans les EMS ou dans les EHPAD en France, en Suisse. Et c'est bien Donc, que tu on a nous parles de cet exemple des maisons de retraite ou EHPAD, parce que c'est bien la preuve que tout peut être modifié à tout bien sûr, moment et à bien tout sûr. âge. Et c'est pas parce qu'on a des douleurs depuis 10 ans, 20 ans, parfois plus, si on est dans ces centres, ça peut être rectifié. Il y a des choses qui peuvent être rectifiées. Donc voilà, c'est juste bien que tu le reprécises, parce que Bien sûr. parfois, tellement intégré, on se dit, bah, de toute façon, moi, c'est comme ça. J'ai ces douleurs-là. Je vais être très honnête. Je vais être très honnête avec les auditeurs, avec toi et avec les auditeurs et avec moi-même aussi. Euh, on ne peut changer que ce dont on a en conscience et on ne peut changer que si on décide de changer. Et je connais des patients, j'ai des patients à moi en ostéo, parce que moi je faisais Ah, on a une petite plus coupure. de temps à expliquer aux gens pourquoi, comment. Ça a coupé? Il y a une petite coupure, hein, mais voilà, c'est Je revenu. disais donc, je fais partie de ces ostéopathes qui passaient plus de temps, autant de temps, voire plus de temps à expliquer à ces patients pourquoi ils sont en souffrance qu'à traiter. Donc, parce que je pars du principe que déjà pour pouvoir se soulager, pour pouvoir se soigner, il faut déjà mettre un why, c'est-à-dire un pourquoi sur la maladie, du sens à ce qu'on vit, comprendre le pourquoi. Et j'ai des patients que j'ai eu pendant des années, qui jusqu'à l'âge de 65 ans, 68 ans, enfin 68 pour monsieur, 65 pour madame, étaient en souffrance plus, et dans leur tête, émotionnellement, se sentaient condamnés à souffrir toute leur vie. Et ils ont mis en place des changements. Ils ont mis en place des changements. Et encore une fois, ce n'est pas la peine de tout changer. Il suffit de changer le principe de Pareto, 20% de ces mécanismes de fonctionnement pour impacter 80%, 80% de sa vie. Ces patients, maintenant, à 75 et 78 ans, n'ont plus du tout de souffrance. C'est-à-dire, vont très, très, très bien. J'ai un autre cas, Sana, une IDEC, je t'en ai déjà parlé, qui a pendant des années, 17 ans sous corticothérapie,
Oui. pour une spondylarthrite ankylosante avec des poussées inflammatoires pendant 17 ans. Après avoir mis en place des changements dans sa vie, suite à une formation présentielle en TMS, que j'ai fait dans un établissement de santé, que je ne peux pas citer, bien sûr, mais qui est le leader européen, donc on pourrait le trouver facilement. Sana, après, c'était 13 ou 14 mois après la formation, s'est rendu compte qu'elle n'avait plus aucune poussée inflammatoire et a cessé complètement les prises de corticothérapie. Et quand elle a repassé ses tests ADN, il s'est rendu compte que son gène HLA-B27 était toujours présent, bien sûr, parce qu'elle ne peut pas l'enlever. Par contre, il s'était désactivé. On est en plein dans l'épigénétique et en lien avec les schémas émotionnels, etc. Oui. Donc, c'est vraiment quelque chose sur le terrain et les émotions dont il faut prendre conscience. Et on peut changer. On a ce pouvoir, d'où mon livre, le pouvoir de tout changer. On a ce pouvoir de pouvoir tout changer. Ça ne veut pas dire qu'on va tout changer. Il suffit de changer 20% dans tout ça. Mais on a ce pouvoir de... Par contre, il faut le décider. Et d'un point de vue émotionnel, il y a autre chose qu'il faut faire. C'est que, bien sûr, je l'ai dit, il faut travailler sur la qualité de l'eau. La qualité de l'eau qu'on mange, la qualité de l'eau qu'on boit. Donc, être principalement sur une eau qui est alcaline. Oui. Ça, c'est plus. Éviter les eaux acidifiantes. Je ne citerai pas de marque, là encore, mais éviter les eaux acidifiantes. Et alors, les eaux alcalines. Et derrière, de préférence, des eaux structurées pour réhydrater, pour aider la réhydratation. Et je vais juste donner un petit conseil aux auditeurs. Je vois passer plein de choses auxquelles j'ai envie de répondre. Je ne regarde pas mon chat parce que sinon je vais sans arrêt m'interrompre. Ho'oponopono, je l'ai tatoué sur mon corps, moi, Ho'oponopono. Et je suis né un 17 décembre 2012 quand j'ai découvert Ho'oponopono. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la qualité de l'eau est fondamentale. Donc la qualité alcalinisée, mais surtout structurée. Et pour structurer de l'eau, alors, bien sûr, vous pouvez le faire très facilement. Déjà, boire une eau filtrée, ça c'est clair. Bien sûr. Pour supprimer le plus de déchets, notamment médicaux et hormonaux, ça c'est fondamental. Mais surtout derrière, vous pouvez la restructurer. Moi, je l'ai fait pendant des années avant d'investir dans une fontaine qui me permet de faire tout ça et de boire une eau parfaite. Pendant des années, j'ai structuré mon eau en faisant comment? Tout simplement avec une baguette. C'est-à-dire que chaque fois que je bois de l'eau et que je mets de l'eau filtrée dans ma bouteille en verre, je ne bois que de l'eau en bouteille en verre, je ne bois pas du tout de plastique, qu'est-ce que je fais? Avec ma baguette, je crée un vortex inversé, tout simplement pour créer ce vortex, pour recréer une structuration hydrique. Donc, si vous n'avez pas de fontaine, de choses comme ça, faites-le. Ça prend 10 secondes pour restructurer, tout simplement. Donc, c'est vraiment le genre de choses qu'il faut faire. Et la deuxième chose, c'est concernant l'émotionnel, je regarde en même temps, concernant les émotions, bien sûr, on sait comment elles se sont construites, les sexillocrans, donc il faut travailler sur ces schémas de croyance. Mais derrière, il faut faire quoi? Il faut, quand on a une émotion, il faut la reconnaître. Il faut reconnaître ces schémas émotionnels. Deuxièmement, une fois qu'on a reconnu ces émotions, qu'on les a observées, il faut les accepter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans le déni émotionnel. Parce que si on est dans le déni émotionnel, et en thérapie, les plus grands dénis émotionnels, par exemple, ce sont les gens qui sont notamment en traitement pour, je prends un exemple de pathologie, qui est la douleur aiguë maximale, qui est la fibromyalgie. La plupart des fibromyalgiques sont dans ce déni émotionnel. Pourquoi? Parce que de se remettre en contact avec l'émotion qui a créé cette pathologie est souvent, très souvent et trop souvent, beaucoup plus douloureux, l'émotion, dans sa mémoire, que la pathologie en elle-même. Donc les gens préfèrent rester dans le déni émotionnel pour ne pas aller dans cette douleur-là, quitte à garder leur pathologie et à rester dans ces mêmes voies neuronales. Donc c'est très compliqué de travailler sur ces émotions parce qu'il faut, pour pouvoir s'en libérer, il faut d'abord les accepter, il faut éviter le déni. Et puis après, bien sûr, il faut s'en libérer. Voilà. Et ça, il y a plein de techniques pour apprendre à libérer ces émotions. Il y a plein de techniques avec des thérapeutes. Ho'oponopono, on a vu passer. Il y a le EFT, l'Emotional Freedom Technique, sur les trajets des méridiens. Il y a le MDR avec les mouvements oculaires, très prisé par les psychologues cliniciens. Il y a
Il y a... Oui, tu voulais dire quelque chose? Non, je me Non. bats avec une mouche. Je te Avec laisse. une mouche. Ah bah oui, je la vois passer, pardon. Tout va Il y bien. a, il y a l'hypnose, il y a la PNL, etc., etc. Et puis, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la libération consciente émotionnelle, telle que décrite par un médecin que j'adore, qui s'appelle le docteur Dufour, Christian Dufour de Genève, de la clinique Hoche. Et puis, bien sûr, il y a les actes symboliques derrière, tous les actes symboliques d'écriture notamment, qui font appel à des zones corticales préfrontales qui sont beaucoup plus, qui permettent d'ancrer beaucoup plus la libération émotionnelle que juste le fait d'y penser et de libérer par la pensée. Donc, il y a plein de techniques comme ça pour apprendre à libérer. Et les émotions, c'est bien de les comprendre, c'est bien de pouvoir travailler sur le terrain émotionnel qui va favoriser ou pas les émotions négatives ou positives. C'est-à-dire que si je suis dans un terrain d'acidose et un terrain toxinique, ben, j'aurai beaucoup plus facilement des émotions à cause de cette résonance avec ces croyances, avec ces mémoires erronées. J'aurai beaucoup plus facilement tendance à aller au travers de mes voies neuronales dans ces schémas récurrents de pensées négatives, d'émotions négatives, etc., de jalousie, de rancœur, d'intolérance, de colère, Mm. etc., de tristesse, etc., etc., toutes ces pathologies qui sont, ces pathologies, ces conflits émotionnels Oui. qui vont ensuite s'exprimer Très au bien. travers de la biologie. Mhm. Oui, oui. En fonction de notre vécu, après, notre corps va l'exprimer symboliquement, on va dire, parce qu'il fonctionne par symbolisme, au travers de ces différentes zones. Ça peut se situer au coude, donc on va avoir des tendinites au coude, on va avoir des tendinites à l'épaule, on va avoir des tendinites au genou, on va avoir des tendinites à la cheville, à la main, etc., etc., à droite, à gauche, en fonction du yin, du yang, de qui on est, masculin, féminin, Ouais. la féminité, l'action ou l'être. Enfin bref, il y a plein de choses symboliquement qui se passent dans notre cerveau qui font qu'on va l'exprimer de façon différente. Mm. Ouais, c'est le seul but dont tu parlais au début de ce webinaire. Mais en tout cas, voilà, Absolument. tu voulais rajouter quelque chose peut-être. Je t'en prie. Non, 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 je regardais juste l'heure pour rester dans C'est les bien. Oui, et 45 puis minutes. tu vas nous faire Parce faire qu'il va y avoir, il y a un exercice voilà, que je voilà, voudrais et vous c'est faire faire. important de le faire parce que c'est vrai que, Et ouais. et puis de nous expliquer, tu restais un moment sur la respiration, mais c'est tellement fondamental, alimentation, parce qu'on n'imagine pas en fait que mal respirer, mal s'alimenter, mal s'hydrater. Alors l'hydratation, ça fait vraiment le lien, tant sur l'acido-basique, les toxines, tu nous l'as expliqué, mais tant sur la partie émotionnelle, tu citais Marc-Henri avec cette eau morphogénique, en fait, ces émotions qui informent en fait l'eau et qui vient derrière jouer sur les fluides, les fascias, c'est ce que tu nous expliquais. Donc c'était vraiment passionnant de faire le lien, de t'écouter, nous faire le lien en fait entre les deux et voilà, d'aller bien plus loin que le stress et les émotions, bien, enfin le stress, derrière le stress, qui bien sûr est présent, hein, voilà, d'avoir tout l'impact, d'avoir le lien en fait, la cascade, parce que c'est toujours pareil, Ouais. on le répétera toujours, dès qu'on comprend, on met en action. Et là, tu nous as permis de bien comprendre le pourquoi, Ben, le cheminement. j'ai essayé en moins de 50 minutes c'était le challenge quand c'était donné au début de ce webinaire, d'expliquer tout ça. Et vous comprenez que c'est quelque chose c'est la raison, Peggy, pour laquelle je parlais tout à l'heure un petit peu vite, et j'en suis désolé. Mais réussir à parler de tout ça en essayant, on va dire, de faire comprendre les choses dans le délai imparti, sans rentrer dans le détail, c'est surtout ça, c'est pas facile. J'ai Mais essayé. distribuer des graines, on en parlait au début, Mais distribuer c'est surtout planter des graines, c'est ça, pour c'est voilà, planter des graines pour comprendre les choses. Voilà. créer des Après, déclics. Et le cheminement est absolument. clair, Peggy, génial. Merci beaucoup pour ce retour. Merci, Peggy. Est-ce que tu pourrais Euh, nous montrer un petit peu cet exercice dont tu nous parlais? oui, en Euh, fait, la respiration, c'est notre premier besoin fondamental, c'est la première chose qu'on ait fait en arrivant sur Terre, et c'est la dernière chose que l'on fera en quittant cette planète, du moins cette vie terrestre. Euh, la respiration, c'est une contraction. Pourquoi je parle de cette respiration? Parce que pour moi, dans les flux liquidiens, le premier fascia qui est le plus important, et pourquoi l'impact émotionnel derrière aussi, il n'y a pas que l'impact toxinique. Là, je vais vous parler pour les toxines, pour drainer ces toxines et pour activer la fonction hépatique, mais il n'a pas qu'un impact. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'a pas qu'un impact hépatique, il a aussi, dans sa dimension, on va dire, spirituelle, un impact liquidien, fluidique. Euh, c'est pour moi le premier fascia du corps, c'est le diaphragme. Pourtant, c'est un muscle, le diaphragme.
le muscle diaphragmatique avec ses deux coupoles diaphragmatiques. Sauf que si on observe l'anatomie, ça c'est quelque chose qui est très ostéopathique, on observe qu'il y a 3 diaphragmes dans le corps. Le premier diaphragme, c'est le diaphragme pelvien, le périnée, que mesdames, vous connaissez parfaitement bien. Le deuxième diaphragme, c'est le diaphragme respiratoire. Et le troisième diaphragme, c'est un diaphragme qui est crânien, qu'on appelle la tente du cervelet, qui se situe entre les deux parties, entre la partie basse et la partie haute de notre cerveau, qui est une espèce de tente comme ça. Il y a 2 axes, on va dire, facial dans notre cerveau. Il y a la faute du cerveau et il y a la tente du cervelet. Et la tente du cervelet est le troisième diaphragme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 3 diaphragmes travaillent toujours, systématiquement ensemble. C'est un principe très ostéopathique, il n'y a rien encore qui fonctionne sans avoir l'impact. Pourquoi? Parce que ces membranes, toutes ces membranes qu'on a dans le corps, en fait, ce n'est pas des membranes, c'est une seule et même membrane. C'est juste une ramification d'une seule membrane qui va donner toutes les membranes. C'est-à-dire que je vous parle de tendons, de diaphragme, de ligaments hépatogastriques ou de plèvre ou de péritoine, c'est toujours le même, ou de durmère méningé, c'est toujours le même fascia. Ce n'est qu'un seul et même Bougie. fascia. Tu prends souvent C'est la l'image de la fameuse bougie dont je bougie. parlais qui coule dans Ouais. le développement embryologique. J'ai fait un webinaire un jour où je parlais de la création des fascias dans ce développement embryologique. Et en fait, le premier, si on observe ces 3 diaphragmes, on observe que le premier diaphragme, plus on se rapproche de la Terre, plus on est dans le matériel, plus on est dans le musculaire. Plus on s'éloigne vers le ciel, plus on part vers la spiritualité et plus on part dans le membraneux. Le membraneux qui garde toutes les mémoires, il faut le savoir, de notre vie, traumatique, émotionnelle ou physique, et notre système membraneux qui garde en mémoire, ainsi que le système cellulaire, toutes les mémoires, on va dire, familiales. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Donc, notre système membraneux est un disque dur, on va dire, qui va garder tout en mémoire. Et plus on s'éloigne, donc le diaphragme pelvien, c'est purement musculaire. Le diaphragme respiratoire, donc le diaphragme qu'on connaît sous le nom de diaphragme, il est à la fois musculaire et facial. Et le diaphragme crânien, il n'est que facial. Et donc, forcément, pour moi, le premier, celui qu'on va utiliser au quotidien, ce n'est pas notre périnée. Celui qu'on va utiliser au quotidien, ce n'est pas notre crânien. Celui qu'on va utiliser au quotidien toutes les 10 secondes, c'est notre diaphragme respiratoire. Et donc, on va le travailler dessus sans arrêt. Et il va avoir un impact sur les mouvements liquidiens qu'il y a dans le corps. C'est-à-dire sur tous ces fameux flux liquidiens qui vont venir derrière, être à l'origine de nos chamboulements émotionnels, ou du moins de nos impacts émotionnels, de nos résonances. C'est ce qu'on appelle la résonance, ce que certains appellent dans le quantisme la fameuse résonance, on va dire, si chère au quantisme. Et si chère à Nassim Haramein. Donc, c'est ces flux diaphragmatiques qui vont créer ça. Et donc, dès lors qu'on va respirer, on va avoir un impact. Donc, l'exercice qu'on va faire tout de suite, il a un double impact. Il faut le garder en tête. Il a un impact émotionnel, il a un impact toxinique. Donc, tout étant lié. Donc, le diaphragme, c'est quoi? C'est un muscle. Quand on inspire, le muscle fait quoi? Il descend, il se contracte. Et quand on expire, comme une méduse. Et quand on expire, il relâche, il remonte. Pourquoi il remonte? Parce qu'il est poussé par la masse viscérale, poussé par le transverse, le muscle transverse abdominal, qui vient faire remonter toute la masse viscérale, qui repousse un diaphragme qui est détendu. Inspire, expire. Donc, je vais le faire. Je le fais là. J'ai ma main sur le ventre, comme ça. Inspire. Mon diaphragme descend, pousse les viscères qui vont vers l'avant. Expire. Mon transverse repousse mes viscères qui remontent et qui font remonter mon diaphragme. Inspire. Expire. Donc, ce que je vais vous demander, je vous le montre d'abord et après on le fait ensemble. Vos mains sont posées sur votre petit bidou. Alors, pas les doigts croisés. Pas croisés. Quand vous posez, évitez de croiser les doigts. Je vais faire ce qu'il ne faut pas faire pour que vous fassiez les choses bien. Voilà. Donc, les mains sont comme ça. Sur votre petit, je me mets comme ça, sur votre petit bidou, ici. Et donc, vous allez inspirer, gonfler, expirer, souffler. Vous le faites une fois ou deux, juste pour
déclenchez le mouvement. Alors, on n'est pas en cohérence cardiaque, hein, donc ne calculez pas le temps, ce n'est pas nécessaire. Juste vous laissez faire et vous soufflez. Ok, maintenant on va faire une petite variable. C'est-à-dire que vous allez inspirer 2-3 secondes et vous allez souffler le double. On inspire 3 secondes et je souffle. 6 secondes. J'inspire 3 secondes. J'inspire 6 secondes. Maintenant que j'ai réussi à le faire, je vais faire le triple. J'inspire 3 secondes. J'expire 9 secondes. Plus compliqué déjà. 3 secondes. On t'entend souffler par la bouche, c'est pour l'exercice, pour nous montrer, pour qu'on entende. Oui, c'est pour que vous l'entendiez. Ouais. C'est mieux de le faire par le nez, on est d'accord. Hein. Alors, absolument. Alors, juste, je fais une petite parenthèse tout de suite. Pour ceux qui n'ont jamais fait d'exercice respiratoire, je vous conseille d'inspirer par le nez et souffler par la bouche au départ. Pourquoi? Pour pouvoir doser, en pinçant les lèvres, le flux expire pour pouvoir tenir les 9 secondes. Et quand vous êtes rodé, bien sûr qu'après, il vaut mieux par le nez. Pourquoi? Parce que vous avez énormément de zones neurovégétatives, neuroréflexes au niveau du nez qui vont venir être, on va dire, stimulées ou qui vont venir être rééquilibrées. Par contre, au départ, si vous ne pouvez pas. L'oxyde nitrique aussi. Comment? Et puis l'oxyde nitrique. Et aussi. puis l'oxyde nitrique, bien sûr. Donc, je mets mes mains comme ça, je fais 3 secondes et j'expire le triple du temps. Maintenant que j'ai fait ça, ben, je vais faire mon pompage. Comment je pompe? Ben, tout simplement, je vais inspirer. Une fois que j'ai inspiré, que mon diaphragme est descendu, donc j'inspire 3 secondes, je vais pendant 6 secondes, 7 secondes, 8 secondes, 10 secondes, le temps que je peux, bloquer en apnée, et je vais venir tout simplement jusqu'à revenir là. Et une fois que je suis revenu là, j'expire. J'inspire, 3 secondes, je pompe. J'expire. Je vous le montre de profil. On peut le faire debout. Vous n'êtes pas obligé de le faire assis. Je suis debout, j'inspire. Mon petit bidou. Je bloque. Et une fois que j'ai bloqué, et là j'expire. On pompe 3-4 fois. Vous pompez 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il n'y a pas de chiffre exact. En fait, c'est vraiment un travail de pompage hépatique. C'est pas un travail c'est pas un travail juste sur le foie. C'est pas juste un travail sur la détente. C'est pas un travail de rééquilibration neurovégétative. On est complètement en dehors de tout ça. C'est vraiment un travail de pompage hépatique. C'est un travail qu'on fait. Moi, je le fais par exemple, bon, pas tout le temps parce que je respire bien avec mon ventre et puis surtout, je fais assez souvent des exercices respiratoires, donc je stimule bien, on va dire, mon diaphragme et mon foie. Par contre, quand je suis sur des soirées, des événements, des week-ends où je fais un petit peu la fête, où je profite un petit peu de pas mal de petits excès, alcool, etc., etc., quand je rentre chez moi, ben, je fais ce pompage. Et je ne le fais pas pendant des plombs, ben, je le fais juste une fois, deux fois, trois fois. Et c'est bien pour pouvoir détendre et surtout venir pomper. Le hockey, oui, c'est bien un souci du diaphragme, c'est un spasme diaphragmatique qui est lié à un déséquilibre neurovégétatif.
sympathique, parasympathique. Mais je répondrai après. Parce que là, je pardon, Oui, on prendra les questions. Mais en tout cas, prendra voilà, les tu questions as après. répondu à la question de Joséphine où tu disais, voilà, après certaines soirées, tu peux le faire. C'est pas forcément tous les jours, C'est pas tous les jours forcément. mais on peut le faire tous les jours. C'est pas contraignant. Ah, on peut le faire tous les jours. Et par contre, la base de l'exercice, c'est-à-dire inspire 3 secondes, expire 9 secondes, ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire 3 minutes par jour à minima. C'est-à-dire vraiment le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que l'action hépatique, il y a l'action derrière sur les flux liquidiens et la dynamisation des flux liquidiens. Et donc sur les schémas neuroélectriques qui vont venir derrière impacter notre électrocardiogramme, notre électroencéphalogramme, notre électromyogramme, qui vont se retrouver modifiés dès que vous faites des exercices respiratoires, dès que vous êtes sous électromyogramme, électroencéphalogramme ou électrocardiogramme, dès que vous travaillez sur votre respiration, que vous modifiez votre respiration, que vous modifiez votre posture, les deux vont impacter les flux liquidiens, vous modifiez les tracés électriques. C'est passionnant. C'est passionnant. Cette respiration avec une expiration plus longue que l'inspiration, elle a plutôt tendance à activer le parasympathique ou plutôt à calmer. Tu la À conseilles calmer, à ralentir le rythme cardiaque. Ouais. Ouais. Tu la conseilles plutôt le soir ou à tout moment de la journée, dès lors qu'on le se soir, calmer. le soir, pour se détendre, pour se relâcher, pour pouvoir sombrer dans un sommeil, pour pouvoir permettre au corps de pouvoir lâcher, pour ralentir le rythme, le parasympathique, c'est tout ce qui va ralentir, hein, c'est le frein de la voiture. Hein. Donc, alors l'idéal, c'est d'être dans un équilibre neurovégétatif. Le problème, c'est que la plupart des gens sont en dystonie, sont en hyper orthosympathicotonie. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont trop sympathiques. Et d'ailleurs, on l'observe quand on travaille sur la respiration, notamment en entreprise. Je fais systématiquement, quelle que soit la formation que j'ai en entreprise, que ce soit gestion du stress ou TMS ou management, peu importe, je fais toujours travailler la respiration. Je me rends compte que la plupart des collaborateurs qui sont là n'arrivent pas à tenir l'expiration. C'est-à-dire qu'ils ont aucun problème pour inspirer, mais beaucoup de mal à expirer. Pourquoi? Parce que c'est l'expiration qui détend. Ils n'arrivent pas à se détendre. Ils ne sont que en tension, que en contraction, que dans le contrôle, et que en hyper orthosympathicotonie. Donc, on appelle l'hypersympathicotonie. Donc, c'est vraiment qui va accélérer le rythme cardiaque, qui va créer des dysfonctions, on va dire, au niveau des flux et des rythmes cardiaques, cette dystonie neurovégétative, qui peut être à l'origine de fibrillation, etc. Enfin bref, il y a plein de mécanismes qui se mettent en place derrière. Et donc, c'est principalement le soir. Oui, c'est mieux le soir. Il vaut mieux faire ça le soir qu'au début de journée avant de partir travailler, parce que tu fais ça en début de journée avant d'aller travailler, tu as du mal à t'arracher, hein, tu as du mal à partir. Mais oui. On prend une dernière question de Barrette au Oui. sujet de cet exercice. Puis après, on répondra à d'autres questions parce que je vois des questions de Solène et qui sont passionnantes, notamment sur les problèmes de bouche, la mastication. J'ai vu plusieurs questions venir là-dessus. Et tu avais fait, j'y pense là, un superbe dossier sur Dynamica. Pour ceux parmi vous qui êtes abonnés à Dynamica, tu avais fait un magnifique dossier sur la posture où tu reprenais vraiment ces points, certains points notamment sur la mastication. Ouais. Mais sur la mastication, l'occlusion. Tu pourras reprendre peut-être une question de Solène. Ouais. On y reprendra tout à l'heure quand on prendra les questions. Simplement, Bernadette te demande si on peut faire cet exercice couché. Juste pour une dernière question sur cet exercice-là, et après on va prendre les questions de manière générale. Alors, si vous le faites coucher, c'est Bernadette, si vous le faites coucher, je vais être très honnête avec vous, ce qui va se passer, et je pose la question à mes patients très souvent, enfin je posais la question, comment s'est passé l'exercice? Oh super, hein. Vous avez tenu 3 minutes? Je ne sais pas, je me suis endormi avant. Quand je le fais en entreprise. Sur le pompage, si on pompe, on ne s'endort pas quand même. Ah non, oui, sur le pompage, non, sur l'expiration, voilà. sur les 3 secondes 6 ou 3 secondes 9. Les gens s'endorment. Ça, c'est clair. Oui. En formation, ils s'endorment. Le pompage couché, non, je ne vous conseille pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une gravité. Et quand on va être assis, alors vous pouvez le faire par contre à 4 pattes, mais beaucoup plus compliqué à 4 pattes. Pourquoi? Parce que la gravité va tirer tous les viscères vers le bas, va faire descendre les viscères, et pour le faire à 4 pattes, il faut vraiment avoir un très très bon transverse pour pouvoir le faire, le pompage. Plus compliqué, mais plus efficace. Ah, mais beaucoup plus efficace, mais beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut un excellent transverse. Par contre, coucher sur le dos, non. Pourquoi? Parce que, sauf si vraiment vous avez été opéré
une opération, par exemple, d'une éventration ou d'une chose comme ça, où là, vous allez avoir du mal à te faire travailler votre transverse. Là, oui, vous le faites coucher, mais c'est vraiment quand il y a une indication derrière médicale qui fait que le transverse est paresthésié ou très peu fonctionnel, et à partir de là, ne va pas pouvoir jouer son rôle. Là, on va utiliser la gravité, on va dire, qui fait descendre les viscères et qui fera, quand on est sur le dos, les viscères descendent vers le bas pour favoriser et faciliter, on va dire, le travail du transverse. Mais sinon, c'est en position assise ou debout. Moi, je préfère la position assise parce que la position debout vient mettre en tension les chaînes musculaires, notamment au niveau des abdos et des psoas. Donc, je préfère en position assise. Mais il était super cet exercice, cette mise en pratique, parce que là, encore une fois, voilà, tu nous as expliqué jusqu'à présent le principe, le cheminement, mais voilà, il y a aussi techniquement, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien pour… C'est un truc que je peux faire très facilement, hein. C'est très, très facile à faire. Oui. Et rien que cet exercice, il a l'air tout bête, hein, c'est basique, mais rien que cet exercice a un impact impressionnant derrière sur les douleurs. Hein. Parce qu'on va pomper le foie. Forcément, une grosse partie de nos douleurs sont nos décharges toxiniques qui vont se mettre dans les articulations périphériques, les muscles, etc., qui sont liés à ce déficit pompage hépatique. Et c'est là où le lien théorie et pratique sont liés, parce que tu nous as fait pratiquer et on a compris où on est venu jouer, sur quels axes on est venu travailler, physique et émotionnel, les flux, le pompage, intestin, foie. Donc voilà, il fait complètement lien et sens à cet exercice. Et c'est tout ce que tu partages bien plus loin dans… Oui, là, j'ai essayé, mais je suis resté sur le dessus de l'iceberg parce que sinon le webinaire dure 6 heures. Quoi, il dure le temps de la formation qui dure, non, beaucoup plus, 12 heures. Il y a 12 heures de formation où tu fais le lien précisément avec ce que tu nous as partagé ce soir dans tout ce qui est terrain, évidemment. Donc le terrain, l'inflammation, l'alimentation, la respiration, l'hydratation, tu nous en as parlé. Et puis voilà, tous les fluides, les émotions et tous ces liens entre pensée et émotion. Et tu as voilà retranscrit voilà, ces liens, la théorie pratique dans cette formation. Donc que tu as décomposé en 8 modules. Donc, il y a 8 modules où tu parles. Donc, je le disais, comment appréhender les TMS, les troubles musculo-squelettiques, le rôle de la respiration. Tu en as parlé un petit peu ce soir, mais le rôle sur les hormones, sur le système immunitaire. Tu en as parlé un petit peu, mais tu le détailles bien plus. Sur vraiment le système immunitaire qui est intrinsèquement lié à la respiration, c'est majeur. Sur les émotions, l'équilibre acido-basique, tu en parlais, l'indice glycémique, l'insuline, tu réexpliques bien plus ça en détail. La posturologie, voilà, on parlait là des dents. La posture, les capteurs posturaux, tous les capteurs posturaux, tout ça, ça fait partie intégrante de la… Elle est très complète, c'est clair qu'elle est très complète. C'est 12 heures de formation qui sont réparties en 33 vidéos. Il y a un support PDF avec beaucoup de pratiques, beaucoup d'exercices pour aller voilà, encore plus loin à l'image de ce que tu nous as proposé ce soir pour voilà, libérer et avoir des pistes, mieux comprendre en fait ces douleurs. C'est ce que tu expliquais. D'abord, on les observe, on les analyse et pour mieux les comprendre, mieux les appréhender et derrière mieux les accueillir pour mieux les libérer. Et on n'est pas… Le stress peut être une cause, mais on a bien vu ce soir avec toi tous les liens qu'il y a entre tous. C'est impressionnant. Le corps humain est absolument extraordinaire. C'est une machine absolument merveilleuse, l'humain. C'est un être extraordinaire. Je vous le dis, hein, vous êtes des êtres extraordinaires. La seule chose, c'est que vous n'en avez pas conscience. Donc pour justement libérer cet être extraordinaire que parfois on met un peu de côté parce que charge mentale, parce que le travail, parce que la vie familiale, mais pour voilà, mieux appréhender et ne pas vivre, ne plus subir en fait ces douleurs chroniques qui accompagnent au quotidien et qui font que une douleur n'entraîne une autre. Une douleur sur un côté, un genou, fait qu'on va changer sa manière de marcher pour soulager, mais en modifiant sa manière de marcher, on déclenche une autre douleur après et ça part en cascade. Et pour justement rectifier tout cela, il y a ce que tu proposes. J'ai vu des questions passer sur la symbolique et certains médecins n'en parlent pas forcément. Non. Ou les médecins sont parfois pas forcément bien formés. C'est ça, c'est qu'ils sont pas ils sont pas forcément formés de la même façon. Mais c'est en France, hein, parce que quand tu vas en Scandinavie, quand tu vas dans les pays scandinaves, etc., l'approche médicale, moi, pour avoir formé des médecins, parce que je fais des formations où je forme des médecins, notamment pour des groupes d'établissements médico-sociaux pour lesquels je travaille. Donc en SSR, en clinique, je travaille pour des groupes médicaux, je ne citerai pas, mais bon, voilà, avec des hôpitaux, des cliniques, etc.
Et j'ai formé des médecins belges, des médecins suisses et des médecins français. La différence qu'il y a dans l'apprentissage et dans la culture de l'apprentissage médical en France, en Belgique et en Suisse, c'est quelque chose d'absolument phénoménal. Il y a une différence terrible. Et quand tu commences à travailler, à parler avec eux et que tu te rends compte que dans des pays scandinaves, c'est encore complètement différent. Il y a des choses qu'on nous enseigne en France en médecine qui ne sont qu'on dit dans d'autres pays qu'il ne faut surtout pas le faire parce que ça a un impact très délétère. Donc la vision du médecin est très différente. Et c'est vrai que on sait aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple, quelqu'un tout à l'heure a parlé de Bruce Lipton. Bruce Lipton, c'est le spécialiste avec la biologie des croyances, c'est le spécialiste on va dire, du placebo et du nocebo, il en parle beaucoup dans toutes ses interventions. C'est l'impact de la pensée sur les process positifs ou négatifs de guérison. On sait aujourd'hui que ce qui tue le plus quand quelqu'un a un cancer, c'est pas le cancer, c'est le fait de lui annoncer qu'il a le cancer. On sait que placebo ou nocebo vont impacter à plus de 33% les process de mise en place d'aggravation de la maladie ou de guérison. Dans les deux cas. La pensée, je te donne en mille, dans l'enseignement médical en France, on n'en parle quasiment jamais. C'est-à-dire qu'on n'en parle que très, 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 très peu. C'est quelques minutes, on va dire, sur 7 ans d'études. Pourquoi? Parce que c'est pas important. Par contre, l'impact des traitements médicaux, ça, on en parle. Et j'ai fait médecine, donc je peux en parler. On n'en parle pas. Donc, alors, je suis pas allé jusqu'au bout parce que je me suis arrêté après pour faire kiné, pour faire ostéo. Mais on n'en parle pas. C'est pas quelque chose dont on parle. La culture d'enseignement n'est pas la même. Donc, c'est vrai que le décodage, si vous voulez en apprendre sur le décodage, vous avez des tas d'ouvrages et des tas d'auteurs tels que Michel Odoul, Christian Flech, Annick de Souzenel, vous avez des gens, Olivier Soulier, etc., qui sont absolument extraordinaires. Oui. Voilà, d'où l'intérêt de parfois aller avec un peu sa loupe, sa débroussailleuse, et puis voilà, essayer d'aller expérimenter et chercher un peu par soi-même. Voilà, c'est l'opportunité de le faire, voilà, au travers de tous tes partages et voilà, de ce que tu nous as donné en prémisse ce soir au travers de ce webinaire. Et voilà, si vous voulez aller plus loin, donc il y a ce soir, voilà, comme à chaque soirée de lancement, cette offre pour donc cette formation de Silver, les clés d'un corps sans douleur. Donc, vous avez la remise de 40% ce soir qui vous permet d'avoir la formation à 234 € au lieu de 390 €. Et je rappelle, pour les abonnés Dynamica qui sont peut-être parmi nous ce soir, vous avez 10% supplémentaires comme à chaque offre de lancement, ce qui vous fait la formation à 195 €. Vous recevrez dès demain toutes les informations sur votre boîte mail. Normalement, il y a une offre qui s'affiche à l'écran, mais vous recevrez toutes les informations dès votre boîte mail avec le replay de ce soir et toutes les informations complémentaires. Et vous pouvez, il y a des possibilités de règlement en plusieurs fois. Mais voilà, pour aller plus loin, mieux creuser, mieux appréhender et surtout ne pas se dire que c'est une fatalité. Et voilà, comme tu nous l'as expliqué ce soir, on peut agir jusqu'à des âges qu'on peut retrouver dans des EHPAD, par exemple. Donc, vraiment, il n'y a pas d'âge où c'est une fatalité, où on ne peut plus agir dessus. Je vais vous donner une phrase d'un célèbre violoncelliste qui s'appelait Pablo Casals, qui était un grand violoncelliste qui est décédé très tard. Et à l'âge de 94 ans, je crois, il a été interviewé par un journaliste qui a dit « Mais maître, comment vous faites à 94 ans pour continuer à jouer du violoncelle quand on connaît la force qu'il faut dans les doigts pour jouer du violoncelle ?» Et il a répondu à ce journaliste « Prenez soin de votre ventre les 50 premières années de votre vie et votre ventre prendra soin de vous les 50 années restantes. » Et il traduisait très très bien tout ce que j'essaye de transcrire au niveau de ce que je dis ce soir. Ouais, c'est une belle citation, une belle anecdote. Je vous propose de prendre quelques questions. Oui, quelques questions parce que j'en ai vu passer là, des gens qui ont raison. Déjà le psoas, je vais parler j'allais commencer par là. Il y a plusieurs questions sur le psoas. Vas-y. J'ai vu passer le psoas plusieurs fois. Alors, il y a Caroline qui demande comment le détendre. Alors, Solène, elle demande s'il vous plaît le psoas. Alors, je vais essayer de retrouver la question. Si vous pouvez la réécrire, votre question sur le psoas, si vous voulez, Solène. Et puis, n'hésitez pas à mettre les questions dans le Q&A sur le côté, comme ça, on peut les retrouver plus rapidement. Mais je te laisse déjà répondre à Caroline sur comment détendre le psoas. Alors, le psoas, je vais être très honnête. Alors, déjà, je vais dire, je vais pas trop répondre parce que je vais donner le lien pour pouvoir aller regarder.
Parce que euh, sur ma chaîne YouTube, vous avez des vidéos sur le psoas, je le dis, pour bien comprendre les mécanismes du psoas. Là, je vais juste vous expliquer que le psoas, il est quoi? Il est fléchisseur de hanche. Il a deux actions. Il est un fléchisseur de hanche, c'est le muscle starter de la flexion de hanche. Il s'insère sur les lombaires, ici, sur les lombaires. Il traverse l'abdomen pour venir s'insérer sur le fémur ici. Donc, il va faire la flexion de hanche quand il va se contracter. Mais il a une autre action qui est une action de rotation interne. Pourquoi? Parce qu'il ne s'insère pas sur le fémur dans l'axe, il s'insère légèrement décalé en externe sur le fémur. Ce qui fait que quand il va se contracter, le fémur va faire une rotation interne. C'est ce qui va faire que le pied part en rotation. C'est ce qui fait que si vous regardez un cliché photo d'un footballeur en pleine frappe de balle, vous verrez toujours, il est dans la frappe, mais il a le pied qui est en rotation interne. Et ça, c'est le psoas qui fait ça. Flexion, rotation interne. Ça veut dire que pour l'étirer, ce psoas, d'abord, le psoas, c'est une poubelle toxinique, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que c'est un muscle qui est chargé en toxines. Et cette décharge toxinique, ben, il faut déjà la drainer. Et pour la drainer, il faut boire de l'eau pour se drainer. Deuxièmement, il faut limiter les apports en toxines pour plus en avoir dans le psoas. C'est pas tout de drainer, il faut aussi derrière limiter les apports en toxines. Mais surtout, il faut les tirer comme feraient les footballeurs quand ils ont après des matchs où ils ont beaucoup de toxines. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'étirent. Donc, on va étirer son psoas. Et comment on étire son psoas? Il y a deux façons d'étirer le psoas. Enfin, deux ou trois façons. La première façon, c'est la fente. C'est en fente avant. Oui. C'est-à-dire qu'on fait une fente. C'est ce que vous voyez faire sur les terrains d'athlétisme. Les sportifs qui font des fentes en se mettant en extension de hanche, on va dire, pour venir étirer le psoas. La deuxième possibilité pour étirer son psoas, c'est de le faire dans une composante de rotation externe. C'est-à-dire que je suis couché sur le dos, je mets ma jambe sur le genou comme ça, et je laisse tomber mon genou en rotation externe comme ça. Je fais ma rotation externe. Ça, c'est la deuxième façon d'étirer le psoas. En rotation externe, dans le lit, par exemple, en regardant Netflix ce soir ou en bouquinant, je fais mon étirement du psoas. Troisième façon, vous pouvez le faire aussi dans votre lit ou par terre, c'est dans la position du serpent. J'ai oublié le nom dans le yoga, dans le réveil, dans le salut au soleil, dans tout l'enchaînement du salut au soleil, à un moment donné, c'est quand on se met en appui sur les mains comme ça, et puis qu'on relève le buste en gardant le bassin plaqué contre le lit. Là, vous allez étirer de façon bilatérale les deux psoas. Vous pouvez travailler de ces trois façons-là, le psoas. C'est très facile. Mais je vous laisse aller voir sur la vidéo. Vous l'avez sur la vidéo. Donc, tu l'as bien détaillé. Et tu l'avais, ouais, sur ton site. Et tu l'avais détaillé. Et puis, il est sur le site. Et puis, j'en ai parlé, je crois, aussi, peut-être sur Dynamica. Ouais, sur Dynamica, dans les postures aussi. Voilà. Le dossier, il est absolument fabuleux. Si vous voulez aller regarder. Vous avez un mois offert pour regarder et découvrir. Et les dossiers de Silver sont sensationnels. Je continue pour les questions. Alors, il y a une question sur la technique logée. Le diaphragme est libéré. Je sais pas. Est-ce que je sais pas ce qu'elle entend technique logée. D'accord. Alors, Solène peut-être préciser. Catherine qui demande, on pompe avec les mains ou les muscles? C'est avec les muscles. Avec les muscles. Après, vous avez une technique avec les mains, mais qui est dans la formation, je crois, que j'ai mise dans la formation, qui est la technique d'inhibition, enfin du moins d'étirement du diaphragme, où on va rentrer avec les doigts. On l'avait déjà fait une fois, je ne sais pas si tu te rappelles, où on va rentrer très comme bien, ça, super. avec voilà, cet exercice-là, qui est dans la formation, je crois, mais sur lequel on va travailler à la fois sur le foie, mais aussi sur la détente diaphragmatique. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un mot, parce que tu en parles dans la formation, mais de ce rapport précisément avec la mâchoire, l'importance de la mastication, mâcher d'un côté, de l'autre, en avant, en arrière, et que tout cela a une importance capitale, majeure sur la posture globale du corps. La manière je prends un exemple, bien sûr. En fait, notre corps est tapissé de membranes, ça vous l'avez compris, qui ont toute une origine crânienne, qui est une origine durmérienne, la membrane durmérienne, une des trois ménages, qui est la plus externe, qui s'appelle la durmère. Dans le développement embryologique, c'est elle qui est à l'origine de tous nos fascias. C'est pour ça que en tant que puriste, je ne dirais pas nos fascias, je dirais notre fascia général. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on mange, on prend, par exemple, on doit normalement, dans la mastication, juste pour que vous compreniez, nos molaires ne se touchent jamais. Elles ne se touchent que 10% du temps de vie, c'est-à-dire quand on va justement mastiquer ou déglutir. Le reste du temps, les molaires ne sont pas en contact, tout simplement pour préserver mon système, ce qu'on appelle le système trigéminal, c'est-à-dire les nerfs crâniens,
pour éviter l'exacerbation, on va dire, crânienne. Dès lors qu'on va exacerber, on va créer plein de dysfonctionnements derrière. Et donc, la mastication, pour éviter ça, la mastication, elle se fait physiologiquement, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Elle ne se fait pas toujours du même côté. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui mâchent. Observez-vous quand vous allez manger votre prochain repas, vous allez vous rendre compte que vous avez tendance à mâcher toujours du même côté. Et dès lors que vous mâchez toujours du même côté, vous allez avoir des tensions musculaires qui vont se développer de façon déséquilibrée, un petit peu comme Nadal, hein, qui a un bras gauche comme ça et un tout petit bras droit. Ben, vous allez avoir une mâchoire très spasmée d'un côté et pas du tout contractée de l'autre. Ce qui fait qu'il va y avoir un déséquilibre qui va se mettre en place et qui va créer ce qu'on appelle, nous autres ostéopathes, une torsion crânienne. Et cette torsion crânienne va tirer sur tout le système membraneux qui va du coup s'adapter. Et si je suis dans une tension, par exemple, à gauche, parce que je mâche toujours à gauche, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer un déséquilibre qui va faire que mon temporal à gauche va partir en flexion, donc mon iliaque à gauche va partir dans le même mouvement, tiré par les membranes. Mon sacrum à gauche, qui est entre les deux iliaques, mon os sacré qui est à gauche, va être tiré à gauche vers le haut. Et je vais me retrouver avec une douleur sacro-iliaque récurrente, qui est tout le temps la même. Je vais voir l'ostéopathe, il va me débloquer, ça va aller bien. Et puis 3 mois après, ça recommence. Et ça recommence systématiquement parce qu'en fait, je mâche toujours du même côté. Et je m'en rends même pas compte. Et ça vient de place très, très facilement. Pourquoi? Surtout quand on est jeune, hein. Je le dis parce que beaucoup de gens, et je le cite dans la formation, quand j'ai 12 ans, ben, j'ai une carie à droite. Qu'est-ce que je fais? Je dis rien à mes parents parce que j'ai pas envie d'aller chez le dentiste, donc je me mets à mâcher tout le temps à gauche. Sauf que comme j'ai 12 ans ou 13 ans ou 14 ans, en 21 jours, je crée une voie neuronale. C'est-à-dire, je crée une habitude. Et mon cerveau prend l'habitude, crée une voie réflexe qui prend l'habitude de toujours mâcher à gauche. Et après, ben, j'ai 45 ans et je m'en rends même pas compte, mais je continue toujours à mâcher du côté gauche de façon préférentielle. Et ça crée des tas de déséquilibres avec des blocages, etc., qui vont faire que, ben, du coup, je vais me remettre dans des schémas lésionnels qui sont récurrents et systématiques. Et j'en ai même pas conscience. Donc la posture, et notamment ces capteurs posturaux, parce que l'occlusion fait partie, la mâchoire, hein, donc l'occlusion c'est la mâchoire, fait partie de ces 3 capteurs posturaux majeurs dont je parle dans la formation. Il y a la mâchoire, les yeux et les pieds, bien sûr. Et donc, forcément, on va créer des schémas lésionnels et des douleurs qui vont se mettre en place. Ben, c'est hyper clair. Je pense que ça donne des éclairages un petit peu à tout le monde. Anne te demande une petite, on va reprendre une ou deux questions et puis on va arriver au terme de ce webinaire. Anne te demande s'il y a une différence entre le pompage du foie en apnée et le Kapalabhati, cette respiration du feu ou la respiration un peu. En fait, la respiration est plus rapide. Plus saccadé, plus rapide. Ouais. On va avoir le même impact. On va avoir, alors, pas tout à fait le même impact, mais on va avoir un impact hépatique aussi. Ça, c'est clair. Je pense que la Kapalabhati n'a pas la même, cette respiration-là n'a pas la même visée, le même objectif, on va dire, qu'un simple pompage hépatique. Le pompage semble moins profond, en tout cas, dans la manière de ce que tu nous as présenté. Il est plus superficiel. Moi, vraiment, il faut aller chercher. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le diaphragme est descendu, va pousser le foie vers le bas. Et là, c'est vraiment la contraction au maximum des abdos qui va venir repousser le foie et venir faire en sorte qu'il vienne s'écraser contre le diaphragme qui, lui, reste bloqué en bas. Donc, c'est vraiment un mouvement où je vais même, à la limite, accompagner avec mes mains et venir dynamiser avec mes mains. Si j'arrive pas bien à le faire, je vais venir m'aider avec mes mains pour aider le pompage. On est vraiment dans une vidange, on va dire, hépatique. Le but, c'est de vidanger. C'est de faire en sorte que tout ce sang sous-hépatique qu'on appelle le sang digestif, qu'on appelle le sang portal, médicalement parlant, que ce sang portal soit complètement vidangé. Voilà, ça c'est l'objectif. Ça fait sens. Ok, très bien. Juste pour terminer, une gymnastique spécifique, mais en fait, c'est des exercices que tu proposes. Après, gymnastique de manière générale, des étirements peut-être. Je ne sais pas, il y a une question de Soen qui parle d'une gymnastique particulière, peut-être pour les TMS, mais c'est le mouvement de manière générale. Alors, le principe du TMS, c'est quoi? Le TMS, c'est un spasme musculaire qui va créer une inflammation, du moins dans le geste, hein, dans le facteur déclencheur. Rappelez-vous que ce qui crée le plus le TMS, c'est pas le facteur déclencheur, c'est le terrain et l'émotion derrière.
Je prends un exemple classique. Toutes les pathologies inflammatoires, notamment les tendinites, qui est le fonds de commerce des cabinets de kiné et d'ostéo, il y a systématiquement tout le temps une émotion qui est récurrente. Et tu le sais, on en a déjà parlé, c'est la colère. La colère, c'est-à-dire, c'est le froid. D'un point de vue énergétique. Il y a toujours derrière une émotion de colère. Et quand les gens me disent, mais non, moi, j'ai pas de colère, c'est qu'ils ne l'ont pas de façon consciente. Et c'est justement parce qu'ils ne l'ont pas de façon consciente que leur corps l'exprime au travers de la biologie. Donc, rappelez-vous que c'est toujours le terrain et l'émotion. Par contre, c'est quoi un TMS? Il faut bien comprendre, c'est juste un spasme musculaire qui vient tirer sur le système tendineux. Et donc, c'est l'inflammation tendineuse sur son insertion, stimulée par une contraction et un spasme musculaire. Ça veut dire que le meilleur moyen de faire lâcher d'un point de vue mécanique, et encore une fois, si on ne traite pas le terrain et l'émotion, ce sont des coups d'épée dans l'eau. Hein. Et en tant que kiné, on le voit, enfin moi je l'ai vu pendant des années, si on ne s'occupe que de la partie pratique, c'est-à-dire au niveau technique, déclencheur, on n'a pas de résultats, du moins les résultats sont très lents. Par contre, dès qu'on va taper sur les émotions et sur le terrain, les résultats sont très 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 rapides dans la récupération. Un TMS, ça veut dire qu'il faut impérativement l'étirer. Si vous observez des joueurs de tennis, tiens, on a vu un beau match récemment entre Djokovic et l'Espagnol, le futur champion espagnol, j'ai oublié son nom, qui a duré 5 heures, 5-7, très 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 longtemps. On observe qu'au départ, les joueurs de tennis font que des coups gagnants. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils gagnent un set ou un jeu, c'est toujours au travers de points gagnés, de points gagnants. Et puis au bout d'une heure et demie à peu près, on commence à observer qu'ils commencent à faire des points perdants, c'est-à-dire qu'ils commencent à mettre la balle en dehors, systématiquement. Et ce ne sont plus les points gagnants, ce sont les points perdants qui font que du coup, ils perdent leur set ou leur jeu, etc. Et observez ce qu'ils vont faire quasiment systématiquement à ce moment-là. Ils vont venir s'étirer. C'est-à-dire qu'ils vont, à la réception de la balle, quand ils vont être en réception de service, vous allez voir qu'ils vont commencer à étirer, tout simplement parce qu'ils savent et ils sentent qu'ils ont un TMS qui commence à se mettre en place. Pour éviter la mise en place du TMS et donc pour éviter de perdre le match, et pour eux, pour un Djokovic ou un Federer, ou un Nadal, pardon, parce que Federer, il a arrêté maintenant, perdre un match, ça veut dire perdre un demi-million de dollars, quoi. Je veux dire, c'est lourd en conséquences. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont immédiatement étirer. Nous, on n'a pas cette conscience-là, donc on ne pense pas à étirer. Mais pour répondre à la question de Solène, le geste, enfin, je sais pas, j'espère que c'est celle-là la question, tout le travail on va dire, pour éviter de prévention de TMS, d'un point de vue, encore une fois, déclencheur, passe par le stretching. De préférence, un stretching postural ou du pilate, des choses comme ça, c'est-à-dire tout ce qui est actif en étirement. Voilà. Pas d'assouplissement, hein. Stretching postural. Voilà, c'est comme Diane. Ouais. Moi, je suis un fan de stretching postural. Toujours, pour petite spécificité par rapport au stretching postural que je dirais, parce que ça peut surprendre les gens, toujours avec une respiration sur un stretching postural, une respiration inversée. Très importante, la respiration inversée pour mettre en tension le diaphragme, justement, et donc tout le système membraneux. C'est la respiration inversée qui permet de la mise en tension du système membraneux. Par contre, quand j'ai fini mon stretching postural, derrière, je fais à ce moment-là je redonne un cycle respiratoire normal pour laisser l'information à mon cerveau que le mouvement respiratoire est abdominal. Bon, formidable. Le terrain, c'est quoi en 2 mots, Peggy? Oui, c'est vrai, j'ai vu la question de Peggy, c'est vrai qu'on est ouais. C'est tout ce que je dis, le terrain, c'est le terrain d'acidose, c'est le terrain de toxines, déshydratation, toxinique, etc. C'est comment est notre corps, on va dire, physiologiquement. Voilà, c'est ça le terrain. Qigong extraordinaire. La respiration inversée, c'est une respiration qui est on va rentrer le ventre sur l'inspiration. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser sortir le ventre, tu vois, on va rentrer le ventre. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ces respirations-là dites paradoxales. C'est-à-dire que les gens vont rentrer le ventre. Quand ils inspirent, ils font ça. Ils inspirent au lieu de faire ça. Respiration inversée, j'inspire en rentrant le ventre.
en gonflant la cage thoracique. Ça, c'est une respiration inversée. Et c'est une respiration qui est préconisée, par contre, dans le stretching postural, pour mettre en tension le système membraneux. Oui, ouais, très bien. Bah, parfait, parfait pour ces détails. Oui, le terrain, en naturopathie, on dit souvent le jardin. C'est en plus Ouais, c'est plus le joli. lien avec le terrain, le sol, mais Ouais, voilà, c'est c'est comment plus joli. entretenir son jardin pour faire pousser les bonnes fleurs, mettre les bons engrais, mettre voilà qu'il soit le plus lisse possible, et sans amas de terre. Voilà, ça peut Ouais, ouais. voilà donner une idée. C'est vrai que le terrain, quand on n'est pas du tout dans le milieu de la santé, peut-être que c'est quelque chose qui est un peu moins facile à appréhender, mais voilà, tu l'as. C'est pas facile. Ouais. C'est pas facile pour beaucoup de gens. C'est pas facile de prendre conscience que le terrain fait tout. C'est ça, c'est Le ça. terrain, c'est le terreau. Je vais le dire comme ça, si je dois imager ça. C'est le terreau propice à l'implantation de nos émotions. Je plante mes émotions. Si le terrain est propice, les émotions pour- vont Ouais, ouais, s'exprimer de exactement. façon magique et merveilleuse, pas forcément dans le bon sens. Hmm. Merci beaucoup Sylvain. On va arriver au terme de ce Oui, merci à webinaire. tous et à Il y a toutes. beaucoup de questions. Tu as pris le temps depuis une petite demi-heure là, de répondre à un maximum. J'espère en tout cas que voilà, vous avez eu des premières graines plantées, des premières pistes, des premières clés. Peut-être que certaines choses, vous l'aviez déjà entendues, peut-être d'une autre manière. Voilà, l'idée c'est tu le disais, c'est petit pourcentage. Il ne s'agit pas de changer complètement Ah tout son non. quotidien, tout ce qu'on fait, mais une petite chose. C'est déjà tellement important. C'est un pas de géant. Bah oui, tout à fait. Vous changez un chouïa, par contre, ce petit chouïa, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, devient euh, quelque chose de magnifique. C'est ce que j'appelle le petit centimètre qui fait toute la différence. Un centimètre à l'instant T, c'est rien quand Hmm. je tire au fusil. Par contre, un petit centimètre sur un tir au fusil 3 kilomètres plus loin, ça fait 30 mètres d'écart. Bah, très bien. Bah, écoute, restons sur ce tir au fusil, Ouais. mais on voit bien sur la distance ce que tu voulais dire. Et puis, prendre conscience. Voilà ce que tu nous disais, on prend conscience. Dès lors qu'on prend conscience de ce qu'on a, de ce qu'on fait, des douleurs qu'on peut avoir et de ce qu'on met en place, déjà, là aussi, le pas de géant est fait avec Mm. voilà, ce petit centimètre dont tu parlais. Donc, Tout à fait. merci pour ces partages, Silver. Merci à vous infiniment pour vos questions, pour votre dynamisme, pour votre Oui. enthousiasme, pour votre présence. C'est un vrai plaisir. Merci pour les jolis retours que vous nous faites, que vous faites à Silver. C'est un vrai plaisir, en tout cas, voilà, de recevoir vos témoignages. Vous êtes, voilà, merci beaucoup à vous. Tu as Merci à tous et à de toutes. très beaux commentaires, Silver. Carole C'est dit merci gentil. beaucoup pour ce webinaire qui arrive à point nommé pour moi. Mais voilà, Carole, il n'y a jamais de hasard. Toujours. On a commencé ce webinaire sur une anecdote qui était liée à un faux hasard, puisqu'il n'existe pas. Donc, continuons là-dessus. Si certains, ce webinaire arrivait à point nommé, bah, c'est parfait. On est ravis pour vous. Oui. Si ça a pu vous apporter des petites clés, des petites, entre guillemets, clés qui peuvent amener des grands changements, ben, j'en serai le plus heureux des hommes. Merci beaucoup, merci Sylvain, merci à tous, portez-vous bien, Merci. prenez bien soin de vous et puis à l'immense plaisir de vous retrouver très prochainement. Puis vous retrouverez, Sylvain a donné beaucoup d'informations, dès demain vous retrouverez dans votre boîte mail le replay et toutes les informations si vous voulez reprendre quelques notes ou compléter ce que Sylvain a partagé ce soir. Super. Belle soirée à tous. Belle soirée. Merci, merci à toi. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents. Et prenez soin de vous, vous êtes précieux. Oh oui, 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 vous êtes précieux. À très bientôt. Au revoir.